C'est pas du vent. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, François Porcheron. Comment concilier préservation de l'environnement et développement économique ? Nous n'avons pas su le faire en Occident et aujourd'hui nous nous en mordons les doigts. L'Afrique en pleine croissance va-t-elle réussir à éviter l'écueil de la destruction de ses ressources naturelles pour se développer ? Pas certain, mais certaines initiatives peuvent servir de laboratoire, comme celle menée par Reforest Action. Bonjour Stéphane Allaire. Bonjour. Vous avez créé Reforest Action en 2010. Quel est le principe ? Oui, alors j'ai créé Reforest Action en 2010 dans le but d'amener chacun, entreprises et particuliers, à prendre conscience de l'importance de l'arbre et à agir de façon simple et pertinente. L'idée, c'est, si vous voulez, c'est de référencer des projets de reforestation en France et dans le monde, dans les zones intertropicales notamment, et de référencer des projets qui présentent un certain nombre d'intérêts à la fois sur le développement social, sur l'environnement et sur la biodiversité. Et chacun peut découvrir ces projets en ligne sur le site reforestaction.com et participer à la plantation, au financement d'arbres sur chacun des lieux sur lesquels on agit. Alors donc, vous mettez en lien finalement des entreprises avec ces projets et les clients ou les salariés de ces entreprises peuvent aller sur le site internet et planter des parcelles virtuelles mais qui ont un ancrage réel. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'amener les entreprises à mobiliser leurs parties prenantes, collaborateurs, clients, etc. et de leur dire, voilà, on va parrainer un projet dans le monde. Et ce projet, on va nous en proposer un qui ait du sens par rapport à l'entreprise, qui soit en lien avec son histoire, avec son métier. Et puis derrière, on va animer toute la participation des collaborateurs pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui fédère, une action qui fédère les collaborateurs dans l'entreprise. Et vous avez combien d'entreprises aujourd'hui ? Alors je ne les ai pas comptées pour tout vous dire, on a des grands groupes et puis des PME. Les premiers grands groupes qui nous ont accompagnés dès le départ ont été Allianz, le Crédit Agricole également, qui nous ont accompagnés sur le Sénégal notamment, dont on va parler. Et puis nous en avons d'autres, Elior, la Fondation GDF Suez, qui nous a accompagnés au Pérou et en Inde. Et BNP Paribas, alors BNP Paribas, c'est toujours un petit peu ambigu, la politique des entreprises. Par exemple, cette banque est reconnue comme étant la première française, d'après le classement publié dans le rapport Bankrolling Climate Change en 2011, comme étant la banque la plus polluante parce qu'il subventionne à hauteur de plus de 10 milliards d'euros depuis 2005 l'industrie du charbon, mais en même temps, il plante des arbres. Voilà, c'est l'ambiguïté, certaines fois, des grandes entreprises. Alors, on ne travaille pas avec BNP Paribas directement, nous-mêmes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours une ambiguïté avec la plupart des banques et puis des industriels. Ils ont une activité qui n'est pas toujours très en phase avec les causes environnementales. Maintenant, ça ne les empêche pas d'agir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les accompagner dans l'amélioration de leur empreinte environnementale et puis de les amener à agir sur la restauration des écosystèmes, c'est-à-dire la reforestation. Alors, vous intervenez dans plusieurs pays, au Pérou, en Inde et depuis 2011 au Sénégal, où l'un des défis est l'accès à l'énergie en zone rurale. Alors, dans le Ciné Saloum, vous accompagnez une initiative portée par le monde rural qui vise à planter du jatropha, justement, pour produire de l'électricité. Binta Diagne s'est rendue sur place. Ndenengay est agriculteur. Cet enseignant à la retraite inspecte les allées de son champ. Sur 2 hectares, ce producteur alterne les productions de mil et d'arachides. Des haies de jatropha balisent son périmètre. C'est une culture bien nouvelle pour cet agriculteur. Pendant l'hivernage, le paysan, il lui manque beaucoup d'argent. Nous n'avons pas d'autres sources, alors le jatropha nous vient en aide. J'ai actuellement 1000 plants et j'ai calculé d'ici quelques années, si chaque plant me rapporte 1 seul kilo, j'aurai 1 tonne. Et je sais que chaque plant me rapportera plus de 5 kilos, s'il est bien servi, s'il est bien développé. La SOPREF, la Société solidaire pour la promotion de l'accès à l'énergie et l'eau dans le département de Foundiougne, a été créée en 2008. Cette structure donne gratuitement les plants de jatropha à quelques 300 producteurs partenaires. Seul impératif, les agriculteurs doivent les entretenir et les protéger avec un pare-feu. Sidia Diémé est chargé du suivi agronomique de ce projet. Au début du programme, il y avait des gens qui ont fait même du plein champ, c'est-à-dire mettre du jatropha en plein milieu de champ
avec des lignes de jatropha espacées de 8 à 10 mètres entre les lignes. Mais entre ces lignes-là, ils associaient de la culture, soit du mil, soit des arachides, soit des haricots. Mais c'est eux-mêmes qui nous ont dit que dans les champs où ils ont fait cette association, ils ont fait des records de rendement. En retour, la Sopref rachète les graines de jatropha aux producteurs afin de fabriquer une huile permettant de produire du biocarburant. Seulement, certains producteurs sont encore réticents à l'idée de vendre leurs graines à 100 francs CFA le kilo. J'ai récolté une partie des graines, mais je ne les ai pas encore vendues. Si on nous rachetait ces graines à 500 francs CFA, je les aurais vendues, car le prix est quand même plus intéressant. Tidiane Sarr tamise à la main des graines de sésame. Ces graines sont ensuite broyées pour produire de l'huile alimentaire. Ce jeune passe ses journées dans la presse à huile de Sokone pour y produire toutes sortes d'huiles à base de fruits de baobab, de pastèques et très bientôt de jatropha. On n'a pas beaucoup d'huile de jatropha. Pour faire le test avec notre machine, il nous faut 400 litres d'huile de jatropha au minimum. Et jusqu'à présent, vous disposez de combien de litres d'huile de jatropha? On a plus de 100 litres d'huile de jatropha, ça nous manque 300 litres ou 280 litres. Pourquoi est-ce que vous avez si peu d'huile de jatropha? On est au début et on commence à nouveau et on a beaucoup de plantations, mais avec le jatropha, il dure 2 ans avant de commencer à produire, quoi. Pour mener à bien ce projet, il faut donc énormément de temps et sans doute convaincre les producteurs de planter davantage de jatropha. Binta Diagne, de retour de Sokone, RFI. Stéphane Allaire, le jatropha est une formidable source d'énergie, on l'a entendu. Bon, à petite échelle, attention, il ne faut pas faire du jatropha à la dimension extensive. Mais à petite échelle, c'est vrai que c'est une bonne source d'énergie. Maintenant, apparemment, il faut être patient. Vous savez, il faut respecter le rythme de la nature. Il faut prendre conscience d'une chose, finalement. C'est que là, on accompagne des personnes, des paysans de la région de Sokone, à améliorer leurs conditions de vie, à se développer, tout en restaurant l'environnement. Et quand on y réfléchit, c'est quand même assez incroyable de nos jours d'arriver à faire des choses pareilles. Et quand on voit nos civilisations occidentales, on peut pas se vanter d'y arriver. Eux, ils le font. Alors il est vrai que le jatropha, et encore, le jatropha est plus rapide que d'autres arbres à donner ses premiers fruits. 2 ans, c'est pas énorme finalement quand on y pense. Vous plantez un arbre dans votre jardin, vous verrez si vous aurez des fruits en 2 ans. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on plante des jatrophas, on les plante en haies. Et c'est vrai que ces jatrophas vont donner des fruits, mais ils vont aussi protéger les cultures des intrusions animales. Donc ils vont permettre aux agriculteurs d'améliorer finalement leur rendement agricole grâce aux haies de jatropha, mais aussi d'autres arbres que l'on plante avec les paysans locaux. Et 2 ans, c'est long, mais finalement, quand on approche les paysans pour qu'ils les mettent sur leur terrain, eh bien, ils acceptent cette durée-là parce qu'ils savent que derrière, ce sont des revenus complémentaires. On entend dans le reportage que 100 francs CFA, c'est pas assez. Alors, moi, je suis très mal placé pour en juger, pour tout vous dire. Je ne suis pas dans leur situation et je fais preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ce point-là. Ce que je vois, moi, simplement, c'est que ce sont des arbres qui leur sont offerts, qui apportent de nombreux bénéfices à la fois sur la rétention des sols, sur l'enrichissement de l'humus, et aussi qui apportent des revenus garantis, puisque c'est la Sopref, qui est l'entreprise qui a été créée avec la Fédération de paysans, qui assure l'achat de l'intégralité des récoltes faites par les producteurs locaux. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on offre des arbres, derrière c'est aux paysans de les planter, ils sont investis personnellement dans le projet et ils savent que derrière ils pourront vendre leurs récoltes. Et vous n'avez pas planté que du jatropha, on en parle dans quelques minutes. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, nous sommes en compagnie de Stéphane Allaire, fondateur de Reforest Action, une association qui met en lien les entreprises et les projets de plantation d'arbres dans différents pays. Au Sénégal, nous avons vu que vous avez accompagné la plantation de jatropha dans des villages du Siné Saloum, dans la région de Sokone, pour permettre aux paysans d'obtenir du biocarburant afin de faire tourner leurs moulins. Et depuis 2011, dans cette région, vous avez planté quand même 130 000 arbres. Alors il y a d'autres variétés que le jatropha ? Voilà, le jatropha, c'est un peu l'essence historique du projet que l'on accompagne. Mais il est clair que nous, on essaye de faire des projets qui favorisent la biodiversité. Donc, on fait très peu de monoculture, voire pas du tout. On accompagne les paysans à planter également des arbres fruitiers et puis aussi quelques eucalyptus.
Les arbres fruitiers ont l'intérêt évident d'apporter une alimentation un petit peu diversifiée. Alors on plante des arbres endémiques. Des manguiers. Des manguiers, des goyaviers, des anacardiers, des citronniers. Donc ces fruits sont utilisés par les familles, mais aussi revendus sur les marchés. C'est-à-dire que nos partenaires s'assurent que le marché local va permettre d'écouler les productions des paysans. Donc ça apporte aussi des revenus complémentaires. Et on le fait toujours dans un mode d'agroforesterie. Ce ne sont pas des hectares et des hectares de manguiers qui sont plantés, mais ça va être plutôt dans les surfaces agricoles des paysans. Eh bien, on va planter des manguiers à 5 mètres d'intervalle, par exemple. Quand je dis « on », ce n'est pas Reforest Action qui plante, ce sont bien les paysans locaux. Et l'eucalyptus, j'imagine que c'est pour le bois de chauffe ? L'eucalyptus, c'est pour le bois de chauffe. On est dans une région qui a beaucoup souffert de la déforestation, comme beaucoup de régions d'Afrique de l'Ouest en tout cas. Et l'eucalyptus a cette propriété incroyable, c'est de pousser extrêmement rapidement. Et donc ces moulins qui sont alimentés par le jatropha servent à transformer des graines et l'idée c'est de commercialiser des cosmétiques, des choses comme ça. Oui, la presse qui a été montée par la SOPREF, c'est le symbole finalement des débouchés économiques du projet. C'est-à-dire que pas toutes les productions du projet vont aboutir dans la presse, bien évidemment, les fruits vont être vendus sur les marchés. Mais vous avez quand même de l'huile de moringa, de Nîmes, de jatropha qui passe par la presse et qui est ensuite valorisée sur différentes filières. Alors le jatropha, évidemment, de l'huile, on en fait du biocarburant qui va venir alimenter des groupes électrogènes des villages voisins et donc apporter de l'électricité dans les régions où il n'y en a pas. Il faut savoir qu'on est en brousse, parfois loin des routes. Il n'y a pas le réseau électrique dans ces villages. Et donc là, on va permettre, grâce à ces groupes électrogènes, de développer une activité économique dans le village. Mais il y a aussi de l'huile de Nîmes, de moringa et d'autres essences qui vont alimenter d'autres filières comme la filière cosmétique. Il y a une entreprise qui s'appelle Chouette Mama, basée à Popengine, un peu au sud de Dakar, sur la petite côte, qui va valoriser ces huiles pour en faire des produits qui sont commercialisés en Afrique de l'Ouest et depuis peu en Europe. Alors vous intervenez aussi en Inde et au Pérou ? Voilà, on intervient dans différentes régions, Inde, Pérou et France, de plus en plus. L'Inde, on est sur un projet aussi en agroforesterie, assez similaire à celui finalement du Sénégal. Alors pas du tout dans l'écosystème, pas du tout sur les mêmes populations évidemment, mais les besoins locaux sont comparables. Alors c'est dans la région des Sundarbans, ces magnifiques mangroves indiennes. C'est la plus grande mangrove du monde. C'est une région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité. C'est le pays du tigre du Bengale. Voilà, c'est une région qui cumule les superlatifs en quelque sorte. Maintenant, on est dans le delta du Gange. Le delta représente 102 îles sur la partie indienne. La moitié sont habitées et ce sont des régions très reculées. Donc tout ce qui permet de développer l'économie locale à travers la reforestation est bien sûr le bienvenu parce que ça évite l'exode rural vers les bidonvilles de Calcutta. Et au Pérou ? Au Pérou, c'est un projet assez différent puisqu'on fait de la régénération naturelle assistée. C'est un terme un peu technique pour dire que finalement, on va faire confiance à la nature pour faire sortir les arbres endémiques bien sûr, naturellement du sol, mais ces arbres ne survivent pas aux agressions animales et climatiques, puisqu'on est à l'ouest de la cordillère des Andes, dans une région très aride. Donc là, on va aller protéger les arbres des chèvres, pour pas qu'elles ne viennent tuer les jeunes pousses. Et puis, une fois que ces arbres ont atteint une certaine taille, au bout de 2 ans, là, on va pouvoir les laisser croître en toute liberté. Alors la semaine dernière, nous étions en Haïti où le mouvement Paysan Papaye a développé des élevages de chèvres sur pilotis. Eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils parquent les chèvres et non pas les arbres. Alors, depuis sa création en 2010, Reforest Action a planté plus de 250 000 arbres avec ses partenaires locaux et vous avez finalement permis l'amélioration de la qualité de vie pour plus de 10 000 personnes. Et aujourd'hui, vous cherchez toujours des entreprises partenaires ? Voilà, le nombre de projets que l'on reçoit en candidature, des projets de reforestation de qualité, est significatif. Là où on apporte une vigilance particulière, c'est qu'on souhaite accompagner ces projets dans la durée. Nous, notre but, c'est de faire en sorte qu'au bout de 3 à 5 ans, chaque projet soit suffisamment important en taille pour être autonome financièrement. Et du coup, nous, on peut nous retirer finalement pour aller dans un village voisin ou dans une autre région.
Notre premier souci, c'est de trouver les entreprises qui décident de parrainer un projet dans la région de son choix. On se fait fort de leur proposer des projets d'une grande qualité et en lien avec leur métier. Et vous faites aussi de l'éducation à l'environnement dans les écoles. Exactement. Comme je disais, notre but, c'est d'accompagner les villageois pendant une durée déterminée, 5 ans environ. Mais le but, c'est que le projet soit pérenne. Et pour qu'il soit pérenne, on fait de la sensibilisation. Alors auprès des adultes, bien évidemment, sur l'importance de l'arbre, savoir le planter, savoir l'entretenir, mais aussi auprès des enfants dans les écoles. Et la SOPREF accompagne merveilleusement bien les écoles des villages dans lesquels nous intervenons. Et il y a des petits challenges inter-écoles tous les ans. L'année dernière, c'était sur le thème de la solidarité, où les enfants font des dessins, il y a des petits concours entre écoles, mais aussi font des pépinières dans leur cours de récréation pour vivre l'expérience de l'arbre, pour savoir ce que ça veut dire de planter un arbre, le faire grandir et ensuite de le repiquer sur les terrains de leurs parents. Voilà, donc vous ne semez pas seulement dans la terre, vous semez aussi dans les têtes. Voilà, c'est merveilleusement bien dit. Alors, savez-vous où se trouvent les plus vieux arbres du monde? Ça, c'est une question que je pose aux auditeurs et pas à vous, parce qu'on trouve la réponse justement sur le site de Reforestation, site que nous allons mettre sur notre page Facebook. Et oui, il y a une vie après l'émission. Merci Stéphane Allaire d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à vous. Vous